monde. Je suis vraiment contente que la COSI m'ait appelée pour la présentation. En fait, c'est absolument pas mon champ d'expertise, mais bon, j'ai réfléchi quand même un peu à la politique d'aide internationale féministe, et donc c'est sûr que mes commentaires vont être plutôt en développement qu'en d'autres choses. Et je me suis un petit peu familiarisée avec la politique suédoise, donc ce que je vais faire, c'est plutôt une comparaison ou des points à surveiller, disons, pour le livre blanc en faisant des parallèles avec la politique suédoise. Donc, je vais vous la résumer quand même brièvement et aborder à peu près 5, je dirais, différences ou potentielles différences avec notre politique. Donc, la politique étrangère féministe suédoise a été lancée en octobre 2014, donc assez longtemps avant la politique canadienne. Et bon, le but avoué, c'est de changer les structures, et là, c'est un mot qui est important, et d'augmenter la visibilité des femmes et des filles comme des actrices. Donc, on focalise sur l'agentivité plutôt que la vulnérabilité. Bon, elle a 6 objectifs principaux là, qui ressemblent un peu à ceux du Canada, donc les droits humains, combattre la violence de genre, les femmes dans les opérations de paix, la participation politique, l'autonomisation et la santé sexuelle et reproductive. Justine, je pourrais t'envoyer mes notes si tu veux après pour compléter. Et la vision plus générale, et là, ce que je trouve qui est plus important, c'est que c'est regroupé sous les 4 R. Je ne sais pas qui d'entre vous en avait entendu parler, mais bon, rapidement, Rights, Representation, Resources and Reality Check. Et là, les citations que je vais faire à la politique vont être en anglais, là, je m'en excuserai. C'était soit en anglais ou en portugais, donc j'ai choisi l'anglais. Donc, le premier R, les rights, les droits. Donc, la Suède, plus ouvertement, se base sur des engagements internationaux existants, des traités internationaux sur les droits humains, notamment la Déclaration des droits de l'homme de l'ONU, et aussi la résolution 1325, donc sur le traitement des femmes et des enfants en contexte d'insécurité. Et ça, c'est une chose que le Canada fait moins systématiquement, donc se baser sur différentes politiques ou déclarations liées aux droits qu'on aurait signées dans le passé, là, des traités internationaux. Le deuxième R, la représentation, donc la participation dans la prise de décision. Donc, c'est ce qu'on appelle là, le gender balancing. Donc, à la fois la participation des femmes dans les opérations sur le terrain, mais aussi dans le ministère des Affaires étrangères lui-même et un peu partout dans le gouvernement suédois. Le troisième R, les ressources. Donc, beaucoup plus ouvertement que le Canada, la Suède souligne les différentes ressources financières et matérielles que le pays va accorder à l'établissement et la réalisation des différents objectifs. Donc, il y a une structure claire de financement, des méthodes et des objectifs à atteindre, et aussi une division du financement. Quel département va financer quelle partie de la politique? Finalement, le quatrième R, donc Rights, Representation, Resources et Reality. Donc, c'est le fait que la politique a un désir constant de se réviser selon les réalités vécues sur le terrain. Voilà. Et donc, je vais vous parler à peu près 5 différences majeures ou potentielles différences ou potentiels trucs à surveiller. Donc, la justification. Pourquoi est-ce qu'on doit adopter une politique féministe, une politique étrangère féministe? La définition du féminisme, la spécificité des objectifs et la mesurabilité, l'aspect international et les actions à faire au sein des ministères et au sein du gouvernement même, le gouvernement qui adopte une politique étrangère. Donc, le premier point, la justification. Le Canada, à date, et surtout dans la politique d'aide internationale féministe, a une vision très instrumentale. Donc, c'est ce que beaucoup d'autrices, et entre autres Jennifer Thompson, que j'ai invitée d'ailleurs parce que j'utilise certains de ses écrits pour la présentation d'aujourd'hui, mais aussi une féministe qui s'appelle Calkin, qui appelle cette approche instrumentale « Empowerment as Efficiency » ou « Equality as Efficiency ». Donc, le fait que pour le Canada, les femmes et les filles doivent être empowered ou autonomisées, pas seulement parce que c'est un bien en soi, mais pour aider leurs pays, à devenir plus efficaces ou efficients économiquement. Donc, et la Suède et le Canada utilisent à certains degrés une approche empowerment as efficiency. Dans les deux cas, là, évidemment, l'égalité sert comme levier pour davantage de développement. Mais pour le Canada, ça se fait de manière beaucoup plus centrale et ça peut éventuellement être un problème. Donc, par exemple, ils vont dire striving towards gender equality is not only a goal in itself,
but also a precondition for achieving our wider foreign development and security policy objectives. Et donc, l'empowerment ou l'atteinte de l'égalité est d'abord et avant tout un moyen pour encourager le développement économique. Donc, si on empower les femmes, on a plus de développement économique dans les pays du Sud et donc, ça fait plus de partenaires économiques pour le Canada. Donc, ça peut être une vision instrumentale, disons, problématique. Et la politique suédoise, en comparaison, est toujours dans le spectre là, du féminisme libéral, mais mentionne que l'égalité peut... Et il mentionne que l'égalité peut atteindre d'autres buts, évidemment, que ce soit la réduction de la pauvreté ou la croissance économique, mais beaucoup plus audacieuse. Donc, à plusieurs reprises, elle va dire l'égalité des genres est un objectif en soi, sans mais ou sinon ou pour atteindre autre chose. C'est vraiment l'égalité des genres. Et bon, je suis certaine que le ministre Champagne serait d'accord avec le fait que l'égalité est un but en soi, mais selon moi, la justification de la politique est importante dans la direction que les différents projets ou les différents aspects de la politique vont prendre. Donc, c'est important de se poser des questions par rapport à ça maintenant. Et donc, la sensibilité derrière la politique suédoise est que les inégalités de pouvoir entre les hommes et les femmes nuisent au bon fonctionnement d'une société démocratique. Là. En soi, c'est un problème. Alors que pour le Canada, l'égalité des genres est un moyen d'éradiquer la pauvreté. Et un dernier point sur la justification, c'est qu'il y a une certaine ironie parce que dans la politique canadienne, plus que dans la politique suédoise, il y a à la fois un focus sur la victimisation, on victimise beaucoup les femmes du Sud, et à la fois une responsabilisation de ces mêmes femmes-là. Donc, le document canadien va dire on croit que les femmes et les filles sont les actrices qui vont provoquer un changement réel, un développement soutenable et la paix, même si elles sont les plus vulnérables à la pauvreté, la violence, les changements climatiques, etc., etc. Et donc, souvent, la politique canadienne va rappeler, la politique d'aide internationale va rappeler que c'est les femmes qui supportent le plus gros poids du travail non rémunéré, tout ça, mais à la fois, on met beaucoup, beaucoup de responsabilités sur comment, si on empower ces femmes-là vont lifter up leur pays au complet, leur communauté, leur famille. Donc, je pense que dans la formulation, dans la justification de la politique, ça peut être problématique. Donc, bien sûr, il faut souligner la vulnérabilité des femmes, mais si on double ça à une instrumentalisation d'égalité des genres, ça devient un peu ironique. Donc, il faut à la fois ne pas nier l'agentivité des femmes ici et des femmes du Sud, mais tout en ne mettant pas tout le poids du développement sur leurs épaules. Mon deuxième point, c'est sur la définition du féminisme. Donc, pour la Suède, le féminisme sert à réduire les inégalités et l'oppression structurelle de genre. Donc, le féminisme est lié à un changement des structures d'inégalité. Et l'égalité des genres dans la politique étrangère suédoise est en continuité avec sa politique nationale et ses différents engagements internationaux comme pays. Alors que, comme je le disais, pour le Canada, c'est la pauvreté qui est le problème central et la politique féministe est un moyen de réduire la pauvreté. Et donc, ça a mené à une focalisation beaucoup sur le secteur privé dans la politique canadienne. Et c'est, selon moi, ce qui est le plus développé à l'heure actuelle dans la politique étrangère féministe du Canada, c'est le lien, ce qu'ils appellent la relation renouvelée qu'ils veulent avoir avec le secteur privé pour favoriser le développement, mais les liens entre comment le secteur privé favorise le développement et les objectifs féministes n'est pas vraiment clarifié. Et donc, on ne questionne pas comment le secteur privé ou le système capitaliste là, dans son ensemble peut être négatif pour l'égalité des genres. Et donc, c'est lié à notre définition du féminisme, à quel est le problème lié au féminisme, lié à l'inégalité des genres. Et selon moi, bon, évidemment, on ne peut pas penser l'oppression liée aux genres sans penser aux structures économiques, capitalistes, qui non seulement vont marginaliser les femmes, mais aussi, dans certaines régions du monde, vont encourager l'oppression de genre. Donc, comment penser une politique étrangère féministe tout en accordant des règles très permissives à des compagnies minières qui vont opérer de la dépossession des terres à des communautés autochtones ou qui vont lutter contre des femmes autochtones qui vont se défendre leurs terres. Donc, ce genre de... ou bien sûr, on a beaucoup parlé là, de la relation du Canada avec l'Arabie saoudite. Bon. Et donc, le but d'une politique féministe étrangère,
dépendamment de comment on formule le féminisme, peut vouloir dire que, dans le fond, d'inclure les femmes le plus possible à un système économique qui priorise la croissance aux dépens de l'égalité. Donc, il faut vraiment bien définir le problème. Et là, juste une petite seconde, je vais partager un tableau qui est d'ailleurs dans un des articles de Jennifer, qui est avec nous aujourd'hui. Je pense que vous le voyez en ce moment. Donc, l'idée, c'est de bien définir quelle est la nature du problème parce que ça va influencer comment le problème va être résolu. Donc, dans la politique suédoise, on focalise beaucoup plus sur l'inégalité de genre. La politique féministe veut dire on s'attaque à l'inégalité de genre, tandis que pour le Canada, la politique féministe veut dire à l'heure actuelle une réduction de la pauvreté. Donc, pour la Suède, on se base sur des obligations internationales, des traités, et il y a des benchmarks et des objectifs beaucoup plus clairs de comment on atteint l'inégalité de genre. Alors que pour le Canada, à l'heure actuelle, on a des grands buts un peu vagues et on implique beaucoup le secteur privé, mais sans bien définir comment ça va être féministe, en fait. Mon troisième point, c'est sur la spécificité des objectifs et la mesurabilité. Donc, la politique suédoise a des instruments et des engagements très clairs, ou disons plus clairs que ceux du Canada, donc notamment par la formulation des 4 R, donc Rights, Representation, Resources and Reality Check. Et ça, selon moi, ça a été une bonne manière d'opérationnaliser la politique et d'injecter des ressources directement. Je ne sais pas là où j'en suis par rapport au temps, là, mais bref. Vous m'arrêterez. Donc, pour la Suède... Encore 5 minutes, je pense. Parfait. Donc, c'est beaucoup plus clair qui va être en charge de quoi. Contrairement à la politique suédoise, les buts du Canada sont généralement plus vagues. Et là, bon, on en est au début, mais quand même, la politique canadienne a été élaborée plusieurs années après la politique suédoise. Donc, je pense qu'il y a vraiment moyen de mieux définir quelle organisation va être supportée et ce que veut dire le fameux 95% de l'aide, en tout cas pour ce qui est de la politique d'aide féministe. Ce 95% de l'aide qui va incorporer l'égalité des genres. Donc, selon moi, c'est une des choses les plus floues que j'ai vues dans les dernières années. Et bon, je pense que ça peut... Je ne sais pas si c'est possible, et si c'est possible, tant mieux, mais que ce soit clair dans quels aspects, en diplomatie, en commerce, en développement, donc qui va être en charge de quoi et où l'argent va aller. Et bien sûr, avoir des objectifs clairs, ça nous permet d'avoir des objectifs financiers aussi plus clairs et des commitments, là, donc plus clairs en termes de financement. Mais sur la mesurabilité, disons, il faut faire attention aussi à ne pas utiliser seulement nos méthodes traditionnelles de mesure, donc qui ont été critiquées par beaucoup comme étant non féministes. Donc, si on veut avoir des objectifs quantitatifs de comment mesurer l'impact de la politique féministe, ça peut être à l'encontre de l'égalité des genres parce que c'est très difficile, cher, complexe de mesurer l'égalité des genres. Donc, je pense qu'on doit faire attention à comment le Canada va publiciser ses résultats et comment il va mesurer, le pays va mesurer ses résultats, les résultats de la politique étrangère féministe, pour pas seulement mesurer le nombre de femmes présentes ou le nombre ou l'augmentation des revenus, par exemple, des femmes du Sud ou autres. Donc, avoir une mesurabilité qui est plus féministe, donc plus qualitative et plus interprétative. Le 4e point sur 5, donc les aspects intersectionnels. Donc, les deux politiques utilisent des formules là, intersectionnelles. La politique suédoise va dire qu'elle est basée sur l'intersectionnalité, which means taking into account that people have different living conditions, level of influence and needs. Dans la politique canadienne aussi, on en parle. Et la politique canadienne, bien sûr, est basée sur l'analyse comparative selon les sexes plus, donc il se doit d'être intersectionnel. Mais je pense que un des aspects sur lesquels on doit focaliser dans le livre blanc, c'est d'avoir réellement une compréhension globale de l'oppression qui dépasse les slogans un peu vides de sens, des slogans intersectionnels. Et c'est normal que tout le monde ne peut pas faire ça, mais je pense que le gouvernement a vraiment l'opportunité avec ce livre-là de faire appel à vous pour avoir une définition plus claire de qu'est-ce que c'est avoir une politique intersectionnelle. Qu'est-ce que c'est d'inclure la discrimination basée sur l'orientation sexuelle ou les identités de genre fluides? Donc, toutes les problématiques LGBTQI+, ne sont pas nécessairement formulées de manière assez claire.
que ce soit dans le commerce, le développement, la diplomatie ou autre, mais aussi les discriminations basées sur la racialisation des relations ou les castes. Et donc, quand je disais tout à l'heure 95% de la politique qui serait focalisée sur les femmes et les filles, selon moi, ce n'est pas nécessairement féministe au sens où le féminisme, ce n'est pas les femmes et les filles. Le féminisme, dans ma compréhension de ce que devrait être une politique étrangère féministe, ça doit prendre en compte différentes discriminations, différentes relations d'oppression, et donc un projet qui serait, ou une politique qui viserait à réduire l'impact du racisme systémique dans nos relations diplomatiques serait un projet féministe, même si ce n'est pas les femmes et les filles racisées. Donc, bref, avoir une compréhension globale de ce que c'est. Finalement, dernier point, l'aspect national versus international. Donc, la politique suédoise parle beaucoup des inégalités de genre dans les différents départements gouvernementaux et de comment la politique est aussi et d'abord une politique nationale. Et ça, bizarrement, le Mexique, dans sa nouvelle politique étrangère féministe, fait ça beaucoup aussi. Ils vont parler de parité dans le ministère des Affaires étrangères, d'un ministère des Affaires étrangères libre de violence. Et donc, je pense que c'est important de ne pas séparer là-bas et ici. Donc, souvent, on va avoir le réflexe de dire « Oh, il y a des inégalités de genre là-bas. On va trouver les solutions ici. » Et avec la politique étrangère, on va les aider. On va aider d'autres pays à régler certains problèmes. Je pense qu'il faut vraiment regarder comment ici, au Canada, les femmes et les filles, je réutilise l'expression, mais comment ici, il y a des inégalités de genre. Et je pense qu'il faut commencer à penser dans les départements, mais aussi ce que les compagnies canadiennes font et notre traitement, par exemple, des femmes autochtones. Donc, je ne sais pas à quel point on peut dire qu'on a une politique étrangère féministe si on a encore beaucoup de problèmes ici. Et que l'autre point que la politique suédoise met beaucoup de l'avant, c'est que les normes patriarcales traversent les frontières. Et donc, ça réfère au fait qu'il y a des problèmes ici et ailleurs, mais aussi le fait qu'il y a certaines problématiques de genre qui sont transversales. Que ce soit, comme je disais tout à l'heure, les minières avec des femmes autochtones en Amérique latine, ou bien le fait qu'on ait des migrantes des Philippines ici qui font du travail ménager qui ont très peu de droits, ou des migrants, des travailleurs saisonniers, par exemple, travailleuses saisonnières qui ont très peu de droits. Donc, je pense pas que le gouvernement va soudainement avoir une politique globale, anticapitaliste, dont tout ça, mais je pense qu'avec le livre blanc, on peut se permettre de suggérer certaines orientations, certains aspects plus intersectionnels pour vraiment qu'on soit un leader dans tout ce nouveau monde là, des politiques étrangères féministes. Donc, pour conclure rapidement, donc, je pense que c'est crucial de forger là, ce que le Canada va projeter avec sa politique étrangère. On voit que les politiques étrangères pullulent. La France en a une maintenant, le Mexique. Donc, je pense que d'être un exemple pour les autres pays, ça va être crucial. Et comme disait donc Jennifer dans un des articles que j'ai lus, je pense que c'est un moment crucial pour que les organismes de la société civile influencent l'orientation du contenu. Donc, je suis vraiment contente que l'ACOSI ait décidé de travailler assidûment à faire des recommandations. Et je me souviens, la ministre Bibeau avait dit que la politique, dans le temps quand elle était sortie, qu'elle était transformatrice. Donc, je pense qu'il va falloir travailler fort pour que la politique étrangère féministe du Canada soit réellement transformatrice et intersectionnelle. Donc voilà, je vais en rester ici, puis ça va me faire plaisir de répondre à vos questions.